Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info en direct sur Canal 10. Une tranche info justement qui cette semaine se cantonnera au journal local l'Info 10 pour lequel on part tout de suite. Nous sommes le lundi 3 février 2020 et voici les titres de cette Info 10. La mobilisation au syndicat de valorisation des déchets de la Gabarre se poursuit. Les agents réclament maintenant une médiation avec leur direction pour en savoir plus sur le devenir de cette structure. Puis nous ferons un point sur les chiffres clés de l'aéroport Paul Caraïbes qui s'apprête à investir près de 250 millions d'euros pour son agrandissement et son perfectionnement. Et enfin nous reviendrons sur la 5e édition de la Color Fun Run, un événement qui allie sport, musique et peinture. Et la semaine commence avec un air de mauvaise qualité puisque chargé en particules fines, les brumes du Sahara sont actuellement au-dessus de nos têtes. Donc faites très attention en tout cas si vous avez déjà des problèmes respiratoires. Et ça commence à sentir très mauvais dans les communes qui ne peuvent plus déverser leurs ordures à la Gabarre. Les salariés du syndicat de valorisation des déchets sont dans la tourmente et veulent obtenir des réponses claires. Victimes d'un manque d'informations sur le devenir de la structure, eh bien, ils ne savent plus sur quel pied danser. Le reportage. Depuis jeudi dernier, nous pouvons voir présence à pour dirigeants, nous, notamment président, nous. Et nous mobilisons pour un cause très sérieux qui est l'hygiène et la sécurité ici dans l'avenue du CIVAD, car à devenir les personnels après le départ de CNGT, suite à départ à la CRAL depuis quelques années. Donc nous parlons pour réponse à ça. Même venir voir nous pour dire nous bon nous recevoir, bien que nous recevrons en demandant rencontre pour après-midi à 14h. Pour après-midi à 14h. Nous avons pensé qu'il y a pour négocier, mais non pas seulement pour venir demander nous faveurs, comme ils ont fait la dernière fois là, venir parler nous de laisser camions rentrer de 14h à 17h, et après c'est pour la prête. Mais la prête pas prendre 14h à 17h pour vider 4 camions. Donc, on va voir encore une fois, c'est pas pareil pour faire rien pour travailler ici dedans, qui travaille dans des situations pas possibles, ni bien à gérer, ni l'autre à faire. Alors, on va penser qu'après-midi là, nous que ça va passer, si vraiment il y a pour négocier. Sans situation qui est ici depuis 43 ans, et qui a fini depuis 11 ans pire. C'est-à-dire qu'au départ, nous peut dire bon, nous peut dire que nous sommes en situation bon, qui a amélioré, mais depuis quelques années, rien pas fait. Rien même. Alors là, à présent, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Avec nous, en péril, parce que nous passons après le départ à la CNGT, qui était cotisé correctement au CIVAD, à l'écart qui a excellence. Et nous avons 80 personnels ici. Salariés qui étaient invités à négocier cet après-midi à 15h, mais nous n'avons pas encore de retour. Nous ferons donc un point demain. Et la mobilisation dans l'enseignement, elle, se poursuit pour la 5e semaine consécutive. Ce matin, les personnels d'éducation se sont de nouveau rendus au rectorat pour cette fois exiger la venue d'une délégation interministérielle pour négocier. Le reportage. On se dise bien. Les établissements aujourd'hui sont mobilisés parce qu'ils ne veulent pas de cette retraite de réforme par points. Ils veulent avoir l'assurance d'avoir des niveaux de pension dignes qui correspondent à celles qu'ils pourraient avoir avec le système actuel. Et donc nous demandons, puisque visiblement les parlementaires veulent être facilitateurs, soit qu'ils nous obtiennent une audience au niveau des ministères concernés, soit qu'ils fassent venir une délégation interministérielle pour que nous puissions négocier. Nous voulons négocier et sur les retraites et sur les moyens. Il est hors de question que pour l'instant que nous puissions baisser la garde et la mobilisation, elle perdurera tant que nous n'avons pas cet espace de négociation nous permettant de garantir à tous les collègues et un niveau de pension correct et les moyens qu'il faut pour notre académie. Les politiques ont rencontré le recteur aux alentours de jeudi, je crois. Et il y a eu des propositions que le recteur a fait au syndicat vendredi qui sont très largement insuffisantes. Depuis, les politiques ont rencontré les syndicats samedi après-midi et cette fois-ci, ce matin, c'est avec le recteur qu'ils sont en train de discuter. Donc on espère que les choses vont avancer et pour que ça avance, il faut qu'on maintienne la pression. Il est hors de question que nous puissions perdre 72 postes à cette rentrée 2020, compte tenu
des effectifs pléthoriques que nous avons dans certaines classes, compte tenu des résultats qui ne sont pas satisfaisants dans bien nombre de domaines et qu'il aurait fallu justement profiter, puisque c'est l'argument qu'il avance, profiter de cette baisse d'effectifs sur l'ensemble du territoire pour une meilleure répartition des postes. Le combat des enseignants, c'est le combat de tous les travailleurs. La question de la retraite telle qu'elle est posée ne nous satisfait pas du tout et nous la combattons fortement donc cette soi-disant réforme qui est une attaque contre les travailleurs. Mais de par là, il y a le problème des suppressions de postes, il y a le problème des licenciements dans le secteur privé, il y a le problème de la précarité qui est posée, il y a les surcharges de classe qui est posée aussi dans les écoles. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes solidaires, plus que solidaires, et nous disons que les camarades de l'enseignement, de l'éducation nationale, c'est eux qui sont le locomotive de ce mouvement-là, mais il faut renforcer et c'est pour ça que nous sommes présents à leur côté. Et ce samedi, plusieurs milliers de Guadeloupéens ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre à l'appel de l'intersyndicale mais aussi du lionnage contre profitation. Une mobilisation pour dénoncer les problématiques d'eau, de santé, de travail et des retraites. Le reste en images. Vous savez, ça a fait plusieurs mois que les 11 organisations syndicales nous avons rencontré nous, mais également au niveau LKP, il y avait les organisations qui ont dit dans LKP. Également, il y avait PEP Guadeloupe, puisque nous avons organisé des assemblées générales dans les entreprises, mais également des lieunages à parole dans les quartiers. Et l'objectif, c'est que nous accompagner PEP Guadeloupe et travailler Guadeloupe dans tribulation et problèmes qu'il y a en pays là. Avec les structures de l'eau, nous avons rendu compte que de l'eau là empoisonnée, pas même ni de l'eau, et là ni de l'eau, eh bien, ni caca ni poison là-dedans. Et il y a quasi nous payer. Nous avons rendu compte qu'au niveau de la négociation collective, pas ni pas organisation patronale en Guadeloupe qui a respecté la loi. Et pourtant, il y a aussi avec le préfet là, il n'y a pas de loi. Nous avons rendu compte qu'au niveau de la santé, eh c'est toujours le même bordel là. L'autre jour encore, il y a un vieux corps qui tombait au 4e étage et celle qui est au casino qui ne tombait pas fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas ouvert fenêtre. Mais c'est ça la responsabilité. Même aujourd'hui là, les enseignants en grève, ils ont demandé des moyens. Ils ont demandé à ce qu'ils attendent qu'aujourd'hui là, il faut qu'ils aient l'école performante pour nous. Eh bien, ils ont balader, ils n'ont pas répondre à l'exigence. Nous avons vu les travailleurs qui ont posé concrètement problème à rémunération, problème à contrat de travail, problème à négociation, problème à accord de branche, problème à retraite. Toute qualité genre des problèmes qui n'y est en face, eh bien, les élus qui ont fait chaud à eux, ils ont annoncé tous les matins qu'ils ont aux élections et ils n'ont pas répondre à problème qui n'y. Donc c'est pour ça, avec les organisations, nous rencontrons à plusieurs reprises et nous décidons de faire une plateforme de revendication qui a traversé l'ensemble des problèmes à pays là, à travailler avec PEP Guadeloupe. Et aujourd'hui là, c'était le premier rendez-vous que nous décidons ensemble suite à les 3 colloques que nous avons organisés où nous avons conclu toutes ces contrées là, ça par un appel à la mobilisation le 1er février 2020. Donc ça nous prend comme décision, c'est qu'il y a dans le premier temps, lundi matin, nous convoquons le tribunal, nous qui allons, le juge de la CGTG, et nous qui donc encore une fois, ils ont convoqué nous par rapport au fait qu'il faut exécuter en décision de justice, on a condamné la CGTG à payer 4 000 €, le GTG 4 000 €. Donc nous qui sommes mobilisés, donc ensuite nous qui allons devant rectorat là, porter force pour les enseignants, et mardi après-midi, mardi soir, nous tenons un meeting à Bémaro pour tous les travailleurs qui en lutte et aussi pour renforcer ce mouvement-là et les autres jours nous regarder qui nous agir. Préfet là, complice avec Chalus, avec Maborel les certains, avec le CGPME, avec la MEDEF et les organisations patronales pour pétrouiller et voler travailler en pays là ça. Et parmi les problématiques les plus prégnantes en Guadeloupe, eh bien, nous avons la distribution de l'eau potable, un dossier épineux qui a d'ailleurs conduit à une joute verbale entre Harry Chalus et Victorin Lurel lors de la plénière du Conseil régional ce matin. Pour le sénateur, le financement de l'État n'est pas au rendez-vous pour la réfection du réseau et pas étonnant pour le président de séance qui souligne que la structure unique de toute façon n'a toujours pas vu le jour, donc on ne peut pas y injecter des fonds. Retour sur ce petit échange. On a promis 700 millions pour l'eau. 700 millions, j'ai le rapport. J'ai le dossier et le programme du président. Après, on a dit 400 millions que l'État donnera. L'État n'a rien donné. On fait quoi? L'État met 10 millions dans le plan d'action prioritaire. Tout ça, c'est du durable. Où est l'évaluation dans le rapport? Rien. L'État n'a rien donné. L'État donne à quoi? Vous parlez de gestion? Quand l'État met de l'argent, il va mettre les oh là, dans quelle structure actuellement? Arrêtez de dire des bêtises. Ça fait de la peine. Vous savez, si c'est pour que je puisse
finir en politique pour qu'à perdre tête à moi, pour moi commencer à venir Alzheimer. Je préfère arrêter dès maintenant. On ne dit pas du n'importe quoi. Enfin, les Guadeloupéens vous connaissent, c'est pas un problème. Et après avoir atteint ses objectifs en 2019, eh bien, l'aéroport Paul Caraïbes s'apprête à investir 248 millions d'euros pour s'agrandir et se perfectionner. L'objectif étant de mettre en place les conditions nécessaires pour accueillir 3 millions de passagers par an. On fait le point avec Alain Bièvre, directeur de la Société aéroportuaire de Guadeloupe. 2019, nous sommes dans une année où nous sommes en train de lancer un plan d'investissement très lourd. Un programme d'investissement de 248 millions d'euros et les plus grosses opérations sont en phase d'appel d'offres actuellement, donc notamment le renforcement structurel de la piste pour faire face à l'accroissement du trafic, et nous avons aussi désigné le lauréat du concours d'extension du terminal T1. Parce qu'il est clair que 2,5 millions de passagers, c'est la capacité théorique de traitement des installations actuelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au-delà, mais il est clair qu'à partir de ce seuil de trafic, les conditions d'exploitation vont se dégrader certains jours. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on lance ce programme d'extension. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a un cabinet d'architectes, il y a des bureaux d'études qui sont aujourd'hui mandatés. Et dans les 2 ans qui viennent, nous serons en mesure de lancer les appels d'offres pour l'agrandissement du terminal T1, qui nous donnera d'ici 2025 une capacité de traitement de 3 millions de passagers pour continuer à accompagner ce développement de la Guadeloupe, notamment sur le plan touristique. En 2020, il y a déjà des améliorations qui ont été faites. Donc, alors moins visible pour les passagers, donc des gros travaux donc, de maintenance et d'entretien des voies de circulation avion, des parkings avions supplémentaires, des nouvelles passerelles qui vont arriver, donc les passagers verraient effectivement des passerelles neuves. Nous avons fait des améliorations sur le terminal régional avec une zone de contrôle policier sûreté qui est plus grande, une nouvelle boutique duty free et surtout une polyvalence entre le terminal T1 et le terminal régional. C'est-à-dire que les passagers pourront passer le contrôle police là il y a le moins de queue, que ce soit original et international, et rejoindre la salle d'embarquement de leur choix. Donc, un confort supplémentaire pour pouvoir aussi mieux utiliser ces étapes de contrôle qui sont quelquefois embouteillées, de contrôle sûreté et contrôle passeport des passagers. Donc il y a déjà un certain nombre d'améliorations que le passager verra. La plus symbolique, ça a été le changement de tous les sièges de la salle d'embarquement en fin d'année. Donc le passager verra des améliorations avant cette grosse amélioration sur le nouveau visage de Paul Caraïbes qui sera mis en service en 2025. Et lors de ses vœux aux entreprises, eh bien, le président de la FEDOM, Jean-Pierre Philibert, nous a livré son regard sur la situation des sociétés basées en Outre-mer. Et même s'il dresse un bilan positif pour l'année 2019, eh bien, nous ne sommes pas à l'abri de petits séismes économiques. Le reportage de Maurice Cessé. C'est assez contrasté, j'allais dire, selon les territoires d'abord. Certains sont plus dynamiques que d'autres. Globalement, l'année 2019 a été plutôt une année bonne en termes de création d'entreprises, diminution du chômage. On l'a rappelé, mais ce sont toujours des économies fragiles, notamment parce qu'elles ne sont jamais à l'abri d'un soubresaut social, climatique. Vous me posiez la question, par exemple, de ce qu'a été Saint-Martin. Je vous aurais dit c'est un territoire qui va un peu mieux, et puis arrive Irma. Donc derrière, c'est un territoire en grande souffrance. Donc c'est varié, mais disons que globalement, nous veillons à ce que ces outils qu'ont les entreprises restent en place parce qu'ils produisent de l'effet. Donc on a la démonstration, la ministre l'a fait dans son discours, de ce que ce sont de bons outils. La FEDOM a toujours été au cœur de l'action, mais elle a changé un peu de périmètre. Je peux m'engager que sur la période depuis que je la préside et peut-être celle de mon prédécesseur immédiat, nous avons été naturellement très impliqués dans la LODEOM de 2009, qui a très largement repris des propositions de la FEDOM. Nous sommes très engagés dans tous les débats de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Si j'ose dire, les exonérations de charges au niveau où elles sont, c'est nous. Les dispositions fiscales obtenues, c'est nous. Le périmètre des zones franches nouvelle génération, c'est nous. Enfin bref, mais ça ne se fait pas tout seul. On le fait parce qu'on mobilise tout le monde, mais on le fait aussi parce qu'on a en face de nous un interlocuteur, le gouvernement, je crois, auquel on prête un concours précieux, parce que nous lui apportons une contre-expertise, nous lui apportons des chiffres, et surtout, nous ne sommes jamais dans l'incantation. Quand on demande quelque chose, en général, on l'étaye, on le chiffre, et donc, ce qui nous explique que peut-être depuis un certain nombre d'années, le succès de la FEDOM. Alors, qui permettra à tout le monde, pas qu'aux entrepreneurs, même si une partie peut être après réservée en accès plus limité parce qu'il y aura des données sensibles d'entreprise. Donc c'est un outil qui pour la première fois recense sur une même application qui pourrait être chargée sur smartphone toutes
toutes les données dans tous les domaines économiques, de population, de création d'entreprises, des paysans, les familles, etc. Et des comparaisons territoire par territoire avec la France métropolitaine. Fin février, le temps de le tester grandeur réelle, de corriger les quelques bugs, et voilà. Et tout le monde, j'espère, pourra le charger. Retour maintenant sur la 5e édition de l'Aguada Color Fun Run, un événement qui allie sport, musique et peinture. Kylian Romain a pris part aux festivités. Le reportage. Le bilan il est extraordinaire, c'est une 5e édition aujourd'hui. Donc un petit rappel, on a démarré donc à Jarry en 2015 déjà. On a ensuite été sur Saint-François, Le Gosier, Les Abîmes, et là une 5e édition. Un public extraordinaire qui s'amuse avec des précautions extrêmes, une sécurité irréprochable pour le moment. Donc pour le moment, il faut que ça dure. Et voilà, il y a des artistes qui vont passer, ça va mettre encore plus d'ambiance. Donc on a fait bouger les jeunes, on a fait bouger la Guadeloupe aujourd'hui. Et ça, on peut en être fier de faire bouger tous ces jeunes avec un parcours coloré et sportif. Merci beaucoup de nous avoir suivis, beaucoup d'améliorations, beaucoup de progrès depuis la première édition. Chaque année on essaye de faire mieux, encore plus haut, encore plus lourd, comme disent les jeunes. Donc on donne du bonheur, on fait faire du sport parce que c'est aussi ça l'essentiel. Tout le monde a fait son 5 km aujourd'hui et sans animation ou sans surprise, ils n'auraient pas fait 5 km. Donc aujourd'hui on a fait bouger les jeunes avec de la bonne ambiance et c'est ça l'essentiel. Du challenge Bodé à piller qui marque le début de la saison de voile traditionnel pour le plus grand plaisir de Vincent de Russie, le monsieur Notice Canal 10 Télévision. Regardez. Bienvenue sur la première manche du challenge Bodé à piller qui lance la saison de voile traditionnel. Victor, j'imagine beaucoup de fierté quand tu vois l'occupation de cette zone technique par la voile traditionnelle guadeloupéenne. Et surtout beaucoup de bonheur parce que c'est un ensemble qui est absolument harmonieux. Le temps est de la fête, on a du soleil, on a du vent, on a un super lieu d'expression de la voile traditionnelle. Donc merci à la ville de Petit-Bourg d'avoir mis à disposition de la classe cet espace. On a des marins heureux, on a 20 canots sur l'eau, c'est la première manche du challenge, 20 canots, tous les équipages sont affûtés. Pour nous c'est un vrai bonheur de se retrouver dans un tel contexte, c'est comme un bijou dans un écrin. Et voilà, les bateaux comme ça sont en train de s'aligner avant le départ. Et là, ça y est, c'est parti. Les 20 canots se sont élancés. Ça y est, terme de cette première manche. Sophie Matorange, ça y est, cette ligne est franchie. Deuxième manche victorieuse pour Colimat Express AM. On se retrouve avec le vainqueur du jour, Xeria. À un moment donné, on s'est dit, tu cherchais plus la gagne, tu avais déjà le général en tête. Effectivement, bon, le vent est monté un petit peu. À bord, on s'est retrouvé un peu limité. Donc, en faisant nos calculs, la place de 3e nous allait très bien, tant que Marcelin restait 2e. Donc, on n'avait plus qu'à gérer. Ouais, c'est super, très belle journée, des superbes conditions. Ouais, donc, un équipage avec un super état d'esprit, compétiteur, juste ce qu'il faut, et puis super régularité, quoi. Toujours au top. T'as pris du plaisir à voir cette course? Ouais, c'était très bien, très beau, très belles images, et encore une fois, des super conditions de vent et de soleil. Cette année, quand même, on a fait un mercato assez intéressant. Je pense que pour la suite de la saison, ça va payer. On se retrouve le mois prochain pour la deuxième manche du challenge Bodé à pied. Bonsoir chez vous et tchabéret!
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à venir sur Canal 10 Télévision, à 19h, vous retrouverez Pascal Abattant pour l'émission Challenge. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Et je dis bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. Merci encore d'être présents tous les soirs. Et on se retrouve demain. Bisous tout le monde.